Et Thomas Ferrier. Je rappelle que les trois personnalités que vous êtes en train de commencer à applaudir alors qu'ils n'ont encore rien fait, hein, que les trois personnalités en question incarnent des perspectives sensiblement différentes quant aux réponses qu'ils apportent à la casse et à la crise sociale. Je rappelle que la règle du jeu entre nous veut que nous supportions les uns les autres, veut que nous acceptions qu'il y ait débat entre nous et que la perspective du réseau Identité de Jeune-Bretagne et de l'ensemble des associations présentes est une perspective d'entraide dans le cadre du même camp, c'est-à-dire de se dire qu'il convient que les débats qui ont fait florès à gauche et qui ont permis à cette gauche philosophique, intellectuelle et capitaliste d'occuper finalement le dessus, le devant de la scène, soit remplacé par d'autres formes de débat que nous incarnons. Qui dit débat dit désaccord, désaccord il va y avoir, et c'est bien ainsi. Première question. La première question que je vais donc soumettre à votre diligente sagacité est celle-ci. Casse sociale il y a, licenciement il y a, chômage il y a. En quelques mots, comment est-ce que chacun d'entre vous peut caractériser la cause, le diagnostic, le constat? Où en sommes-nous? Et puis on verra ensuite où on peut aller et les différentes réponses que vous pouvez apporter. Qui commence? Allez. Bonjour à tous. Donc, moi je représente le PSUC, un tout petit parti politique européiste au sens positif du terme. Donc on va dire européiste identitaire pour assurer ceux qui pourraient se méprendre. Alors sur cette question de la casse sociale, d'abord il faut se souvenir qu'en France, des millions de chômeurs, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, moi depuis que je suis même tout jeune, je me souviens qu'on parle de 2-3 millions de chômeurs en France. Alors la nouveauté, elle est où? C'est que chez les voisins, c'est particulièrement terrible. On voit le cas de la Grèce, on voit le cas de Chypre, et donc on se dit que ça peut nous arriver demain, et qu'il y a des inquiétudes très légitimes. Mais la cause, elle est profonde, c'est-à-dire que l'Europe a vécu depuis 30 ans bien au-dessus de ses moyens. Après les 30 glorieuses, on parle des 30 piteuses. Et effectivement, quand on vit au-dessus de ses moyens, il y a un moment donné où il y a un rappel à l'ordre et le compte en banque il est déficitaire. Alors que ce déficit soit légitime ou pas, il est là. Et il engendre évidemment une casse sociale et l'État qui persécute ses propres concitoyens, c'est-à-dire qu'il leur demande toujours plus, en leur donnant toujours moins, alors même qu'il assure la sécurité d'un certain nombre de gens. Et pour revenir sur le débat posé par Guillaume Fay tout à l'heure, très concrètement, aujourd'hui, la crise sociale, la rigueur qu'on veut faire porter, on va la faire porter sur qui? Bien sur les gens qui travaillent, sur les retraités, sur les fonctionnaires, et globalement, en fait, sur les Européens de France. Puisqu'il est hors de question, évidemment, de restreindre la moindre aide économique aux populations importées des banlieues, qui sinon se rebelleraient, elles, et mettraient le feu à nos villes. Donc concrètement, par exemple, sur les allocations familiales, récemment, il y a un débat qui a été lancé par le gouvernement disant qu'il faut supprimer les allocations familiales pour les gens dits aisés. Il me semblait qu'il valait mieux faire naître des enfants dans des familles riches que les faire naître dans des familles pauvres. Mais il est vrai qu'il y a un paramètre très important dans cette affaire, c'est qu'effectivement, dans le 9.3, eh bien, les allocations familiales, ça compte. Donc on ne peut pas y toucher. Donc voilà, on peut dire que la casse sociale en France, elle est particulière parce qu'il y a ce poids de l'allogénisation qui est spécifique, ce qui n'est pas le cas de la Grèce, même s'il y a énormément de clandestins, théoriquement ils ne vivent pas avec beaucoup d'aide sociale. Voilà un petit peu le constat primaire, mais il va s'affiner avec le débat et avec les autres participants. Et je confie le micro à Pierre. Merci Thomas. Moi ça ne me rajeunit pas parce que quand j'entends Thomas qui dit que quand il était jeune il a toujours entendu parler de 2 à 3 millions de chômeurs, moi j'ai commencé à travailler à 17 ans en 1970 et je viens de bénéficier d'une juste retraite il y a quelques semaines et je peux vous dire qu'à cette époque j'ai beaucoup entendu parler de grève générale, nous étions 2 ans après la grande grève générale de 68 dont Cohn-Bendit ne parle jamais, qui avait mis dans la rue 10 millions de travailleurs, qui avait bloqué l'économie du pays et bénéficié d'un rapport de force dont les salariés, en 1970, profitaient, nous étions à l'époque à 400 000 chômeurs en 1970. Et le fait d'être à 400 000 chômeurs en 1970 changeait totalement le rapport de force entre les salariés et les employeurs. Parce que je peux vous dire que j'étais jeune typographe, nous étions d'une génération où nous pouvions nous permettre, dans une même journée, d'avoir 3 employeurs différents.
C'est-à-dire que l'employeur ne payait pas assez, on traversait la rue, on trouvait une autre imprimerie. On nous parlait mal, il y avait un contremaître qui nous manquait de respect, on prenait une station de métro et on allait trouver une troisième boulot. Ça changeait tout au niveau du rapport de force. Ça changeait tout au niveau d'une convention collective. C'est-à-dire que nous avions une convention collective qui était la même, je vais peut-être lancer un débat, qui était la même en Bretagne, à Lille, qui était la même en Alsace, qui était la même dans le Midi, qui était la même chez les Corses. C'est-à-dire qu'il y avait une unité territoriale des lois et un rapport de force extrêmement favorable. Je peux vous dire que nous bénéficions également d'une échelle mobile des salaires, qui était extrêmement avantageuse. Devant ce rapport de force, il est bien évident que ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui ont les capitaux, se sont dit, j'entendais parler des 30 glorieuses, se sont dit qu'au bout d'un moment, il fallait peut-être que du côté des employeurs et du côté de ceux qui détiennent les richesses, il fallait peut-être inverser le rapport de force. Pour inverser le rapport de force qui était trop favorable aux salariés selon eux, quelles étaient les méthodes? Il y en a eu 3. Ça a été d'abord attaquer la valeur travail et attaquer les salaires en provoquant un chômage de masse, en attaquant des industries comme l'imprimerie, en estimant que la France n'avait pas vocation à faire de la sidérurgie, à faire de la métallurgie, à avoir des mineurs, donc à casser des pans entiers de secteurs de l'industrie. Ça a été de jouer sur une immigration de masse en période de chômage, une immigration sans intégration et une immigration dont on savait qu'elle aurait 2 buts. C'était d'abord de concurrencer les travailleurs français en tirant les conventions collectives vers le bas, mais c'était aussi de casser des solidarités. C'est-à-dire qu'une immigration communautariste, ce ne sont plus les solidarités sociales, ce sont les solidarités communautaristes. Un patron préfère avoir des salariés qui demandent de la viande halal que des salariés qui demandent des augmentations de salaire. Et puis, l'arme suprême pour justement inverser le rapport de force capital-travail, ça a naturellement été la mondialisation libérale et son bras armé, l'Union européenne, qui n'a qu'une vocation, c'est marchandiser toute activité humaine, et c'est surtout briser le rapport de force qu'avaient les États-nations dans la mondialisation libérale. C'est-à-dire qu'il convenait de casser les États-nations pour mieux permettre de libéraliser l'ensemble des activités humaines, de jouer d'une concurrence libre et non faussée, et donc de tirer les conditions de travail et le rapport de force des salariés vers le bas. Je crois qu'il convient de faire d'abord ce premier verdict avant d'entamer la suite. 1000 chômeurs par jour il y a un an, 1500 chômeurs aujourd'hui par jour, c'est énorme. Effectivement, il y a une casse sociale à tous les niveaux, que ce soit en France, en Bretagne, en Europe. On parle de la France, on parle de Chypre, on parle de l'Espagne, du Portugal, l'Irlande, tout le monde y passe. À mes yeux, un des points de départ, c'est la fin du bloc soviétique. Il y avait 2 blocs qui s'affrontaient, 2 blocs forts. Un est tombé, l'autre, un bulldozer, avance, et plus personne, plus rien ne l'arrête. Tout le monde suit la lâcheté politique, ils sont tous absolument incapables. Surtout les pseudo-socialistes français, on voit bien, votez pour moi, moi président, je ferai ci, moi président, tout va changer. Moi président, il y a 500 chômeurs de plus par jour, c'est absolument dramatique. L'État-providence, comme on en parlait dans la table ronde précédente, effectivement, il faut arrêter avec ça. L'État-providence qui met son nez absolument partout, je vous citerai un exemple à Brest, port de commerce, port en eau profonde. Evergreen, un transporteur taïwanais, le 4e transporteur mondial par conteneur, voulait ouvrir une base avancée à Brest avec 2500 emplois à la clé. La marine, donc l'État, a refusé, fait 2500 chômeurs de plus. Les secteurs de l'industrie en Bretagne ont choisi d'aller aujourd'hui récupérer de la main-d'œuvre dans les dom-toms, d'amener les gens, d'amener les Réunionnais en Bretagne, les former et leur filer du boulot. C'est bien, pendant ce temps-là on enlève quand même la force vive de la Réunion, on met des Bretons aux chômeurs, et nous, on le refuse. Pour nous, c'est les nôtres avant les autres. Voilà, on a les éléments de la pièce de théâtre qui, somme toute, ont été rassemblés dans cette vaste pièce qui est le camp patriotique, et ça conduit à la question suivante. Je la formulerai de la façon qui suit. Nous disposons en France d'un certain modèle social. Il vaut ce qu'il vaut, il est ce qu'il est, nous en disposons aujourd'hui. Certains d'entre vous, d'ailleurs, en ont souligné ou les travers ou les bienfaits. Est-ce que ce modèle social
ou est-ce qu'une partie de ce modèle social est sauvable et conservable compte tenu de deux phénomènes de fond qui nous assaillent, ce qu'Hervé Juvin a légitimement appelé le renversement du monde, c'est-à-dire l'émergence considérable d'autres puissances continentales, la Chine, l'Inde, qui viennent aujourd'hui, et les autres, qui viennent aujourd'hui de façon effective, non seulement concurrencer, mais encore dominer le marché international en termes de nombre de produits, voire maintenant de qualité de produits, y compris en Inde, de qualité de cerveau. Autrement dit, l'Europe n'a plus le monopole de la qualité, n'a plus le monopole de l'invention, n'a plus le monopole de la technique, n'a plus le monopole du soin, etc., etc., etc. Voilà la première réalité du monde que nous affrontons au XXIe siècle, et ça nous pousse à répondre ou à tenter de répondre à une question à laquelle, à mon avis, certains d'entre vous, emportés par leur enthousiasme, ont répondu par le XXe siècle ou le XIXe, l'État-nation urbi et torbi et pour toujours. Est-ce qu'il est envisageable de penser sauver l'emploi français, sauver les ressources humaines, sauver le moral des populations, rétablir un certain nombre d'équilibres sociaux, de justice sociale, casser cette spirale effrayante du chômage et de la désespérance qui existe en France et encore plus dans des pays voisins? Est-ce que c'est envisageable sans protection et lesquelles? Est-ce que ce niveau de protection-là peut être envisagé au simple niveau des États-nations? Autrement dit, est-ce que des nations de 10, 15, 20, 50, voire 60 millions d'habitants peuvent établir à elles toutes seules et penser établir à elles toutes seules un niveau de protection tel qu'il puisse garantir la survie de l'emploi de ses citoyens en face de puissances qui, elles, ont 1,5 milliard d'hommes et sont en route? Voilà la deuxième question que je souhaitais soumettre au débat. Alors, je vais rebondir sur cette question qui me paraît effectivement essentielle, c'est-à-dire l'échelle pertinente pour l'action et la réaction face à cette attaque qui est menée contre nous. Et je vais prendre l'exemple des Grecs. L'attaque contre la Grèce, elle était inévitable parce que tout le monde savait que les Grecs ne respectaient pas les critères d'adhésion à la zone euro. Mais pour des raisons sentimentales, un peu comme celle de Giscard d'Estaing, qui voulait que la Grèce fasse partie de l'Union européenne parce que c'était la matrice civilisationnelle de notre continent, eh bien, il fallait les faire rentrer. Mais on le savait, les gouvernements savaient tous que les Grecs trichaient. Donc, à partir du moment où les Grecs ont triché en connaissance de cause, on ne peut même plus dire qu'ils ont triché. C'est-à-dire que c'était accepté. Bon, et le jour où les Américains, parce que ce sont les agences de notation américaines, ont lancé l'attaque contre le maillon faible de l'Union européenne, eh bien, au lieu de réagir tout de suite, immédiatement, par un bloc commun, on défend les Grecs mordicus, eh bien non, on a cédé, on a laissé les Grecs se faire attaquer. La situation s'est aggravée considérablement, et c'est vraiment au bord du précipice qu'on s'est rendu compte on risquait nous aussi d'être touchés, et que là, la solidarité européenne s'est faite, mais dans les plus mauvaises des conditions. Si on avait réagi immédiatement en tant qu'Européens, on aurait dit « Ah, les Américains, on vous voit venir, donc maintenant vous remballez ». Et les Chinois qui veulent racheter le Pirée, eh bien, vous remballez aussi, et Lakshmi Mittal qui veut faire ce qu'il veut en Europe, eh bien, il remballe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de ces grands capitalistes, il n'y a personne. Parce que l'Union européenne, tout à l'heure, j'entendais dire qu'elle renforçait son pouvoir. Bien sûr que non, c'est un nain politique. Elle est créée par les États pour faire passer toutes les mauvaises réformes qu'eux veulent faire. Donc moi, si je dois dénoncer un ennemi aujourd'hui des Français, des Européens de France et des Européens tout court, eh bien, c'est les États-nations, justement, parce qu'ils sont pervertis et qu'il n'y a pas pire que quelque chose de dévoyé. L'État français est un État dévoyé, c'est un État qui n'a que seule capacité que de naturaliser le maximum d'Africains depuis 20 à 30 ans. C'est un État qui nous met des péages sur les autoroutes, etc. Et c'est pas l'Union européenne qui crée tout ça. L'Union européenne, c'est le bouc émissaire. Monsieur Moscovici va cracher sur le dos des Grecs. Il va faire ça avec qui? Avec ses amis allemands, espagnols, etc., tous les ministres, le club. Et donc ils se réunissent, ça s'appelle le Conseil de l'Union européenne. Et entre ministres, ils disent « Ah bah, les Chypriotes, il faut qu'ils payent ». Et après, Moscovici a été dit « Oh, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai rien décidé, c'est la faute de l'Union européenne, elle est méchante ». Voilà, le Parti socialiste est totalement europhobe. C'est lui qui dit qu'il ne respecte pas les 3%. C'est pas le Front National qui dit qu'il ne faut pas respecter les 3%, c'est M. Hollande. M. Hollande n'est absolument pas europhile. Et Cohn-Bendit, tout à l'heure j'entendais ça, et Verhofstadt, vous croyez qu'ils sont europhiles? Être europhile, ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre l'Europe, certes, ça veut dire défendre les Européens, c'est-à-dire les indigènes d'Europe. C'est ça, être européen. Et là, il faut arrêter d'imaginer quelque chose. Donc en Grèce, on combat contre les capitalistes en Grèce, et on combat contre les capitalistes à Paris, à Londres, à Moscou. Les Anglais n'ont pas l'euro. Pourtant, ils subissent la rigueur de la même façon. L'Islande a connu une grave crise, elle n'a pas l'euro. Donc il faut arrêter d'accuser l'euro. Que l'euro n'ait pas été piloté politiquement, qu'il n'y ait pas un gouvernement européen derrière pour dire l'euro, on va en faire un instrument de puissance, oui, c'est un problème. Oui, il fallait faire l'État européen avant de faire la monnaie européenne.
Eh bien, l'État européen, c'est la réponse politique à la crise, parce que c'est pas 60 millions de Français, dont 15 millions qui n'ont rien à faire chez nous, qui vont nous sauver. Hein. C'est pas ça qui va résister, c'est pas les dom-toms qui nous sont un puits financier terrible. C'est simplement cela qu'il faut dire. Alors, si on fait la rigueur, oui, on va faire la rigueur, mais on va la faire payer aux importés, on va la faire payer aux dom-toms dans les lourdans, on va la faire payer à tous ces parasites qui nous exploitent et qui nous volent. Et c'est ça, faire l'État européen, ça veut dire que demain, il n'y a plus d'histoire de naturalisée, il n'y a pas de préférence nationale. Je vais vous dire un truc, ça va vous choquer peut-être certains. La préférence nationale, c'est quoi? C'est favoriser le naturalisé halogène à l'allemand ou l'italien. Mais moi, je préfère favoriser en France un allemand à un naturalisé importé, même s'il a la carte de la société française. C'est ça, être européen, c'est ça, défendre l'Europe contre la casse sociale, parce que la casse sociale, c'est une guerre qui est menée contre l'Europe et contre les Européens. C'est notre destruction qui est visée, et c'est la destruction économique là qu'on fait. Il y a la destruction ethnique, vous la voyez tous les jours dans les banlieues, et ça, les deux sont liés. Donc notre combat, il est pour une Europe européenne, une Europe unie, certes, un État européen pilote, pour être préparé, comme il y a c'est ça. L'État français, c'est l'ennemi. L'État français doit disparaître, l'État allemand aussi, il faut le dire. Merkel, Hollande, un grand coup de pied au cul et dehors. Bravo! Bravo! Bon, le deuxième acte commence à s'animer. Alors, je crois que c'est important de parler de c'est quoi notre définition du modèle social français, pour bien voir si on parle tous de la même chose. J'ai parlé tout à l'heure, moi, des conventions collectives, des acquis des salariés. Je veux bien parler également des services publics. Les services publics qui, pour moi, sont un système égalitaire qui permet que la personne qui habite dans le centre-ville touche exactement, paye par exemple la même somme, son timbre, que celui qui va habiter à 50 km, qui permet que le kilowattheure soit payé exactement d'une somme égale, que vous habitiez dans une région favorable ou dans une région privilégiée ou dans une région défavorisée, qui permet que l'eau soit payée normalement le même prix le mètre cube, sauf que l'eau aujourd'hui est privatisée, ça vaudrait le coup d'y revenir, qui permettait, et moi je trouve que nous devons être très fiers, je parlais des 30 glorieuses, qui permettait à un système laïque scolaire de permettre à des enfants d'ouvriers entre les années 1945 et les années 1980 de bénéficier d'un ascenseur social qui permettait que nous ayons un système de santé qui faisait l'admiration de tous, y compris des Anglais qui nous crachent dessus, mais qui viennent se soigner quand même en France. Je trouve quand même qu'il n'est pas inintéressant, à une époque où on a tendance à cracher assez rapidement sur la France, et mon cher Thomas a estimé que nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Qui a vécu au-dessus de ses moyens? Le salarié de chez Renault? Le postier? Le cheminot, lui, il a vécu au-dessus de ses moyens. Je te souhaite bien du plaisir. Allez expliquer ça. Alors maintenant, effectivement, la casse de cet État est délibérément voulue par les oligarchies financières et qui, notamment en utilisant une immigration de masse, ont mis en l'air absolument tous les systèmes sociaux solidaires qui existaient. Si l'école de la République se casse la figure aujourd'hui, c'est pas seulement à cause des crétins gauchistes qui l'animent, c'est également parce que dans des écoles, vous ne pouvez plus transmettre un savoir, parce qu'un cours qui s'est bien déroulé, vous estimez que c'est quand le prof s'est pas fait traiter 10 fois d'enculé. Par exemple. Qui casse les systèmes solidaires? Qui est responsable aujourd'hui du mal-vivre? Qui fait que les logements sociaux aujourd'hui ne sont plus pour les Français, ne sont plus pour les Bretons, mais sont pour des populations venues d'ailleurs? Qui fait que, alors qu'aujourd'hui, les travailleurs, les salariés se voient rogner sur leur sécurité sociale, sur les mutuelles et tout, pendant ce temps-là, on soigne gratuitement des personnes en situation irrégulière? Qui fait ça? C'est pas le modèle social français. C'est justement ceux qui, sous la direction de l'Union européenne, nous imposent une immigration. C'est ceux qui nous empêchent tout contrôle de notre main-d'œuvre. C'est ceux qui nous empêchent de renvoyer toute personne en situation irrégulière sur son territoire et qui nous obligent à le garder. Faut pas se tromper d'adversaire. Faut pas se tromper d'adversaire et faut pas se tromper de diagnostic. Je vous invite à réfléchir. Nous avions aujourd'hui, dans ce pays, jusque dans les années 1980, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Je vous invite à réfléchir, et je vous invite à lire ce livre, je vais faire un peu la promo, puisque Philippe l'a pas faite, hein. Reconquista ou mort de l'Europe. Je vous invite à réfléchir. Nous sommes aujourd'hui, en France, le pays qui compte le plus de population musulmane.
Nous avons 8 millions de population musulmane selon Gourevitch, selon le démographe Jean-Paul Gourevitch. Je vous invite à vous interroger. Cette montée de l'islam, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue par une importation massive qui a consisté à casser toutes les solidarités sociales et surtout l'unité du peuple de France. Et moi, je vous invite à vous interroger face à tout cela. Est-ce que vous croyez réellement que c'est l'Union européenne qui veut casser les États-nations et supprimer les États-nations et passer de l'État-région à l'Union Europe qui va vous défendre, qui va défendre les acquis sociaux, qui va défendre les salariés, qui va défendre les retraités? Bien évidemment que non. Jouer sur l'Union européenne, c'est jouer sur les fossoyeurs de la France. Tu disais, Pierre, qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas l'Union européenne qui a imposé au gouvernement socialiste de la République socialiste française d'abaisser par exemple les 30 € obligatoires de l'AME à 0. Alors que la Cour des comptes le mardi disait tiens, il faut économiser 7 milliards, le mercredi le gouvernement héros dit tiens, pour les 30 € on les oublie. Aujourd'hui l'Europe elle n'est pas faite. L'Union européenne elle n'est pas faite. Aujourd'hui, Bruxelles, il y a bien un palais européen à Bruxelles et à Strasbourg. Mais l'Union européenne elle-même n'existe pas, elle n'est pas faite, elle n'a pas été créée. Aujourd'hui, c'est juste 10 types, 10 fonctionnaires, des employés de Goldman Sachs et d'autres grands groupes, Monsanto, tout ça aujourd'hui qui dirigent. Et la lâcheté politique achète ces politiciens et ces politiques, ils vont voter les lois proposées par ces fonctionnaires. Mais l'Union européenne, telle que nous on la souhaite, l'Europe des peuples, qui défend les intérêts des peuples européens, aujourd'hui elle n'existe pas cette Europe. Donc ce n'est pas aujourd'hui l'Union européenne qui est forcément le cancer, mais c'est ce qui est au-dessus. C'est une espèce de pieuvre. C'est tous ces grands groupes qu'on a parlé déjà dans la table ronde précédente. Ce sont tous ces grands groupes-là qui sont... Mais aujourd'hui, l'Union européenne, nous avons tous besoin de l'Union européenne. Et l'immigration, l'islam, oui, effectivement. Mais l'islam, enfin, l'immigration en général n'est que le bras armé du capitalisme. Et l'islam n'est qu'une conséquence, mais l'islam n'est pas la cause. C'est pour ça quand tu disais, ne nous trompons pas d'ennemis. Effectivement, c'est un problème parce qu'il y a le seuil ethnique. Aujourd'hui, ou dans certains quartiers, et il n'y a pas qu'en banlieue parisienne ou dans les grandes villes françaises. Aujourd'hui, à Nantes, à Rennes, à Brest, c'est absolument dramatique ce qui se passe. C'est absolument dramatique. Moi, j'habite Brest, je vois l'imam, comme je l'appelle, mon pote Rachid, qui est ouvertement salafiste, qui explique dans les vidéos facilement disponibles sur Internet qu'une femme doit être voilée intégralement. Il le dit, mais j'explique différemment, pour imager son discours, il montre une sucette avec l'emballage et une sucette sans emballage qui est avec les mouches dessus. Et c'est le discours de l'imam. Aujourd'hui, le maire socialiste François Cuyandre, qui est un très bon ami, prévoit de contourner la loi de 1905 comme d'habitude pour lui filer 160 000 €, alors que dernièrement, ce même imam, qui à mon avis devrait être renvoyé au Maroc rapidement, parce qu'il y a quand même des appels au viol sur ses vidéos, tout ça, donnait dernièrement un chèque de 3 000 € à une association pour acheter un fauteuil pour handicapés. Donc ils font l'entrisme, mais à côté de ça, on leur donne des subventions. Mais ne nous trompons pas d'ennemis. Eux, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Exactement. Faut bien dissocier les deux. Et ça, ce n'est pas forcément que l'Union européenne. C'est des grands groupes comme Goldman Sachs, tout ça, effectivement, mais ce n'est pas l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il faut la faire. On doit la construire, et c'est à nous, peuple européen, de la faire. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas. Ce que je trouve absolument merveilleux en vous regardant, c'est que vous applaudissez successivement des thèses qui sont parfois un peu antagonistes, mais je trouve ça éminemment sympathique parce que, somme toute, ça prouve que vous avez une telle chaleur, une telle envie qu'on y arrive, que vous êtes prêt à applaudir des choses, même avec des désaccords provisoires et historiquement probablement nécessaires dans leur aspect provisoire actuel. Je vais donc tenter de reformuler la même question un peu autrement pour que le débat se poursuive dans cette bonne humeur et cette tonicité et qui nous encourage tous à notre combat commun. Voyons, nous disposons aujourd'hui de la capacité d'acheter des ordinateurs à 400 €, d'acheter des portables à 40 €, et demain, nous aurons la bagnole à 20 000 €, ah pardon, 2 000 €, autant pour moi, 20 000 c'est fait, à 2 000 €, hein, qui va débarquer. Quand la bagnole à 2 000 € va débarquer, ça sera comme pour les portables, on n'en fabrique pas un en France, ni d'ailleurs en Europe ailleurs, ça sera comme pour les ordis, on n'en fabrique pas un seul en Europe, c'est fini, le plan calcul, c'était De Gaulle, c'est bien loin, tout ça est abandonné, c'est terminé. Quand la bagnole à 2 000 € va débarquer, et elle va débarquer,
puisque le libre-échange mondial fait qu'elle va se fabriquer en grande masse et qu'elle va débarquer à 2000 ou à 2200, il n'y aura plus un ouvrier à PSA, ici ou ailleurs. Ça sera terminé. Autrement dit, voici la question. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement la casse sociale en tant que telle, c'est aussi la casse industrielle, c'est aussi la fin de pans entiers de l'emploi et de l'autonomie de l'emploi et des savoir-faire, et des transmissions des savoir-faire et des techniques. Est-ce que l'on peut imaginer que sans une monnaie frontale, c'est-à-dire l'euro ou un substitut, en face des grandes monnaies, des deux autres grandes monnaies internationales que sont le dollar et que sont maintenant le yuan, est-ce qu'on peut estimer, sans une monnaie qui fasse le poids, que l'on va pouvoir se protéger? Question. Est-ce qu'on peut estimer, avec des petites frontières au niveau des États, que l'on va, à ce niveau-là, restaurer la capacité, avec des droits de douane, des quotas, que sais-je, des proximités? Est-ce qu'on peut estimer qu'à ce niveau-là, nous allons pouvoir faire pièce à la bagnole à 2000 € ou pas? Autrement dit, quel est le bon niveau de protection pour les aspects centraux, monétaires, stratégiques, et j'en rajouterai un pour mettre un peu de piment dans le débat, n'est-ce pas? Chacun sait qu'il n'y a pas d'armée et maintenant plus de police et bientôt plus de magistrature s'il n'y a pas le guidage satellitaire, c'est-à-dire les capacités d'intervention que donnent les satellites en termes d'information, repérage, etc. Tous les gens qui sont dans ces milieux-là le savent. Or, il n'y a pas 50 systèmes aujourd'hui, il y en a un. C'est le système américain piloté par la NASA. C'est-à-dire c'est un système en fait d'État, sous-traité à des privés, mais centralisé au sein de l'État américain, puisque, quand je dis la NASA, pardon, centralisé auprès du Pentagone, qui a l'ensemble des archives, des prises satellitaires et de l'information en question. Idem Google. Nous n'avons, idem Google, bien entendu. Pour faire pièce à un tel défi considérable, est-ce que l'on peut estimer, comme la France seule a eu sa bombe pendant un temps, que la France seule ou l'Italie seule pourra avoir quelque chose de concurrentiel en face des archives du Pentagone et des réseaux satellitaires, ou est-ce qu'il ne faut pas le prévoir à l'échelle continentale? Autrement dit, est-ce que certains aspects, indépendamment de la structure Union européenne ou pas, action médiocre ou néfaste de Bruxelles ou pas, est-ce que la dimension, je dirais continentale, donc euro-russe probablement, européenne et russe simultanément, probablement agglomérée, n'est pas la dimension et la seule dimension pertinente, reste à voir comment l'organiser, pour la protection industrielle, sociale, militaire, judiciaire, bref, pour l'ensemble de ce qui dictera la vie du XXIe siècle? Voici ma question. Bonne question. Alors après ce discours de Philippe, c'est difficile de prendre le relais. Il n'y a pas de discours, c'est une question. Mais une question qui en elle-même contient déjà quand même une affirmation. Pour simplifier, d'abord sur l'euro. Moi je pense qu'il faut s'approprier l'euro comme monnaie. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'euro comme la monnaie nationale de l'Europe. Et pas seulement comme une Uber-monnaie ou une super-monnaie. Donc c'est-à-dire que concrètement, cet euro, il n'est pas piloté. Donc c'est un outil formidable, et il ne faut pas attaquer l'outil, il faut attaquer l'ouvrier qui ne sait pas s'en servir. L'ouvrier qui ne sait pas s'en servir, eh ben, c'est Barroso et tous ses amis, mais c'est aussi Hollande et Merkel. Donc attaquer l'outil, non. L'euro, simplement, il a un défaut, c'est qu'il n'a pas d'État derrière. Alors c'est la première fois qu'on a une monnaie sans État. Et donc c'est pas facile à gérer, et puis dès qu'il y a des soubresauts d'une attaque, eh bien, on a du mal à se défendre parce qu'il faut un acteur qui décide, et pas 27 qui se mettent d'accord autour d'une table, ou qui ne se mettent pas d'accord mais font semblant de s'être mis d'accord, pour être plus précis. Donc ça, c'est une question essentielle. L'euro, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, si on ne le pilote pas, c'est sûr que l'euro il va se vautrer, il va disparaître. Et je ne crois pas qu'on va être gagnant. Alors il y en a qui prônent le retour aux monnaies nationales, au sesterce. Ah non, pardon, c'est au franc. Excusez-moi, il y a peut-être une question de datation. Bientôt le dirham. Oui, le dirham peut-être aussi, effectivement. Bon, concrètement, tout simplement l'euro. Est-ce que vous êtes prêts, pour ceux qui ont un peu d'argent en banque, hein, j'espère que malheureusement, malgré la crise, une majorité d'entre vous ont quand même un peu d'argent en banque, est-ce que vous êtes prêts à perdre 40 à 50% de la valeur monétaire de votre argent en banque, parce qu'on revient à une monnaie nationale? Moi, j'aimerais que Marine Le Pen, par exemple, qui prône ce retour à la monnaie nationale, nous explique en quoi c'est social de ruiner les petits épargnants en leur enlevant 50% de la richesse de leur compte en banque. J'aimerais qu'on me l'explique. Alors, sur la question essentielle que vient d'évoquer Philippe sur les technologies, je vais prendre un exemple. Il y a le projet Cadarache concernant la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est essentiel puisque c'est la seule énergie qui permet de ne pas créer de déchets nucléaires, qui permettra même de recycler ce qu'on a déjà enterré, et qui, effectivement, pourrait être le projet européen. Il demande des capitaux tels qu'on a malheureusement eu l'idée saugrenue d'aller accepter de l'argent, je crois, de la Chine ou de l'Inde.
Donc ça, il faut Du Japon, des États-Unis qui se sont... et aussi du Japon et des États-Unis. Donc il faut virer tout ça. Canada, Japon, On reprend Cadarache à nous, on met de l'argent russe s'il faut, et on vire les Américains et les Japonais de l'affaire. C'est à nous les Européens qui vont avoir le secret d'Apollon, la fusion nucléaire. C'est pas... Guillaume est sceptique, bon. Non, Et- les équipes sont malheureusement Déjà en place. déjà en place et sont internationalisées. Moi, je connais très bien le projet Cadarache parce que je me Oui, suis maintenant. Oui, mais on parle du cas où il y aurait un bon voyage mon pote pour une petite partie de l'équipe. Pour être précis. Bon, concrètement là-dessus et sur plein d'autres projets, l'Europe unie, avec les Russes, effectivement, peut changer la donne. Alors quand je dis Europe et Russie, non, parce que la Russie est européenne, donc il n'y a pas besoin de la séparer de l'Europe. C'est juste une extension de l'Europe. Ils ont eu l'intelligence à partir du XVIe siècle d'aller écraser les Tatars et d'aller bouffer la Sibérie, comme les Scythes et les Sarmates il y a 2500 ans l'avaient fait aussi. Donc la Sibérie maintenant c'est une extension de l'Europe, comme le Groenland grâce aux Danois. Et le Groenland, eh bien, il faut le défendre parce qu'il y a des Inuits qui ont viré les Scandinaves islandais au XIVe siècle de ce territoire qui était à nous et qui sont en train de prendre l'indépendance pour vendre ça aux États-Unis pour que les États-Unis puissent construire plein d'ignobles trucs pétrolifères. Surtout le Groenland, on imagine les conséquences économiques et environnementales de la chose. Donc voilà, l'Europe, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a le sous-sol, par exemple, de l'Arctique. Il est partagé entre la Norvège et la Russie notamment. Je parle de la partie qui nous concerne parce qu'il y a une partie qui est au Canada et aux États-Unis. Ben ça, c'est la richesse et l'avenir de demain de l'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer ça en restant la France précarée de Maurras? Non, moi je crois que c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui l'Europe est une nécessité. Je vais préciser sur l'Union Européenne ma position parce que moi l'Union Européenne que je défends, c'est pas celle qui est actuellement en place, c'est celle qui aurait dû être, celle qui devrait être et celle qui devra être. C'est-à-dire que l'Union Européenne, elle ne sert que d'antichambre à autre chose. Servons-nous un peu comme un alien, qui va prendre les caractéristiques de l'autre, c'est-à-dire l'Union Européenne, et bien il va sortir du thorax de l'Union Européenne, ça s'appellera la Nation Européenne, ou la République Européenne. Concrètement, on va s'emparer de l'Union Européenne, on va faire de leur Union Européenne notre Union Européenne. On va faire de leur euro notre euro. Et on va le retourner contre ses créateurs s'il le faut, c'est le principe très connu du golem, c'est-à-dire que notre Europe va naître de leur Europe, alors même qu'ils veulent évidemment le contraire de cette Europe-là. C'est-à-dire une Europe aux Européens. Et pour saluer un peu nos amis grecs qui souffrent, I Europi ton Europeon. L'Europe aux Européens. Bravo! Alors moi, comme Philippe, je me réjouis de cet échange et surtout de la variété et du respect des interlocuteurs, parce que malgré tout, on a quelque chose en commun, on est tous des Gaulois. Quoi que soit notre vision européenne et tout, on est des Gaulois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, j'entends que ça grogne un peu à droite. Pas encore. Alors, une réponse, moi je n'ai pas la faiblesse de penser que l'Union européenne est le seul mal et que les gouvernements français sont exonérés de toute responsabilité. Bien évidemment, parce que je suis convaincu qu'ils aient la tranche de Sarkozy ou la tranche de Hollande, les gouvernements français sont les fidèles laquais depuis 30 ans de la construction de l'Union européenne et de sa politique ultralibérale. Donc, il n'y a pas... Le peuple français le veut bien. Les peuples Ça, de c'est- France le veulent bien. Quand tu vois que Jacques Chirac est aujourd'hui l'homme politique préféré des Français, c'est quand même dramatique quand tu vois le CV de ce type. C'est quand même dramatique. Quand tu C'est- disait le français est un Oui. bouton, on peut lui donner entièrement raison. D'accord. Et le C'est peuple, quand même dramatique, mais ce le type. peuple Avec breton, tout ce qu'il a mais fait. le peuple breton, Mais c'est tout à fait. qui vote pas. C'est pour ça que je dis les peuples de D'accord. France. C'est bien pour ça que je dis les peuples de France. Je veux bien continuer en essayant de rester concentré. Moi, quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous a fait la France? Qu'est-ce que vous a fait la France pour que vous ayez autant envie que ça de la voir disparaître? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas la voir. J'écoute Thomas, tu l'exprimes autrement, mais c'est assez de cette parenthèse. Assez de cette parenthèse. Vite, passons aux choses sérieuses. Mettez-moi la France sous le tapis et vive, vite, la grande Union Européenne. Alors on va transformer, c'est marrant, on va pas faire l'Union Européenne qu'ils veulent, on va en faire une autre. L'Union Européenne c'est un lance-flamme et on va transformer un lance-flamme en extincteur. Moi je sais pas, j'ai jamais vu ça. Mais surtout sur la question j'entends en dehors de l'euro, point de salut. Ah bon? Ah bon? On n'existait pas avant l'euro? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si l'euro s'arrêtait? Mais la vie continuerait. Chacun reviendrait à sa monnaie nationale. Ça me paraît pas une vision aussi archaïque. Je pense que ça mérite une réflexion un peu moins dogmatique de se dire, est-ce que la Grèce, la Roumanie et l'Allemagne peuvent être régies par une monnaie commune?
Est-ce que c'est totalement stupide de se dire non, c'est pas possible? Est-ce qu'à la rigueur, on peut se dire peut-être pourrait-il y avoir une monnaie commune entre des pays voisins? Moi, y compris là-dessus, ça s'interroge. Mais l'euro s'arrêterait, et je pense que le plus tôt serait le mieux. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? La France dévaluerait de 10%, l'Italie dévaluerait de 20%, peut-être que la Grèce dévaluerait de 40%, mais c'est pas la première fois historiquement que ça s'est passé. Je vous invite à écouter régulièrement l'économiste Jacques Sapir, qui ne me paraît pas le dernier des gauchistes, qui évoque très régulièrement cette hypothèse, qui paraît plutôt le bon sens. Parce que quand même, gouverner, c'est quand même extraordinaire. On a maintenant, depuis plus de 10 ans, des présidents de la République, des gouvernements, qui nous font croire qu'ils ont les moyens de gouverner. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir les moyens de gouverner si on n'a pas l'arme monétaire pour peser sur l'ensemble des décisions du pays? Mais ce sont des eunuques totalement impuissants qui assistent finalement aux décisions de Bruxelles sans absolument rien peser. Ce sont des gens qui sont sur un court de tennis et qui regardent la balle passer. Et c'est absolument tout ce qu'ils ont à faire. Alors, moi, je l'avoue, Philippe a posé des questions très intéressantes, par contre, sur le côté, le coût de la bagnole à 2000 €, bah oui, il y a aussi le salarié chinois qui gagne 1000 fois moins que le salarié français, et comment on fait dans ce cas-là pour se positionner? Je veux dire, c'est une question ancienne, finalement, c'est une question ancienne des différences de statut entre différents salariés, et nous faisons partie, en France, d'un pays où le niveau de vie fait partie des plus élevés. Moi, je n'ai pas envie, au nom de l'harmonie européenne, qu'on voit quelque part, au nom d'une uniformisation européenne qui a lieu par le bas, qu'on assiste finalement à la disparition de ce qu'est notre modèle. Moi, j'avoue que la question de Philippe est intéressante, mais là, c'est le protectionnisme. Un protectionniste qui soit pas albanais, qui soit pas totalement stupide, mais moi je ne suis pas contre, par exemple, qu'on fasse rentrer en France des produits qui sont en dessous de la valeur des produits créés en France, si ça se traduit par un partenariat, par des accords, et entre nous, je préfère que les accords économiques aient lieu avec la Russie plutôt qu'avec les pays du Golfe, et plutôt que ça soit le Qatar qui achète la France. J'avoue que je préfère que vos alliés se situent ailleurs. Mais moi, je veux un gouvernement qui ait les moyens de gouverner. J'en ai ras-le-bol des lire des pantins, je vote pas pour eux, hein, mais de voir des pantins qui gouvernent en nous disant ça c'est pas nous, c'est l'Union Européenne, on n'y peut rien, c'est l'euro. Moi, je veux à nouveau, parce que j'aime la France, je ne dis pas que les autres ne l'aiment pas, mais je l'aime à ma façon. J'aime une France souveraine, j'aime une France maîtresse de ses décisions économiques, et j'ai envie d'une France qui remette de l'industrie et du travail pour nos jeunes. Et je finirai, je veux une France qui ait les moyens de foutre dehors ceux qui nous pourrissent la vie aujourd'hui et qui foutent en l'air notre modèle social. Il n'en a pas. Non, il n'en a pas. On parlait de l'industrie automobile, non, la voiture à 2000 €, mais faut pas oublier non plus quand même qu'il y a un grand groupe automobile français dont l'État est actionnaire, qui est parti faire une voiture soi-disant pour la Roumanie et disait il y a quelques années, jamais on ne l'importera en France, cette voiture restera en Roumanie, c'est pour les marchés en développement, jamais on sera en France. Aujourd'hui la Dacia, on en voit partout, c'est fabriqué en Roumanie. Et effectivement, bah, les travailleurs, il y a des usines, Renault sur Nantes, tout ça par exemple, bah, il n'y en a plus. Ici, à Charles de Bretagne, c'est Peugeot qui va fermer. Effectivement, il y a... Mais ça, l'État est responsable, l'État n'a absolument rien fait. L'État français a laissé faire. On parlait des échanges commerciaux. Un téléviseur, aujourd'hui, qui vient d'Asie, son coût de transport entre Taïwan et Le Havre ou Marseille, c'est 1 €. Le coût de transport d'un téléviseur, pour nos grandes distances, c'est 1 €. Bon, effectivement, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Tant qu'on laisse faire comme ça, il n'y a pas un protectionnisme européen, on ne peut rien faire. C'est absolument rien faire. Mais il y a une volonté. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, une lâcheté des politiques. Comme tu m'as interrompu une fois, je peux me permettre de te poser une question. Est-ce que pour toi, un protectionnisme européen, c'est par exemple que ça ne te pose pas de problème qu'une entreprise quitte la France pour aller en Roumanie? Tu auras un protectionnisme européen, c'est l'Europe. Il n'empêche que la main-d'œuvre en Roumanie est 4 fois moins chère qu'en France. Est-ce que c'est ça le protectionnisme européen? Tout à fait, bien sûr. Il y a les différences de niveau salarial. Je vois dans mon métier, la marine marchande. On
parlait tout à l'heure des syndicats. La CGT, qui est le syndicat majoritaire dans la marine marchande, a négocié avec l'État français il y a quelques années un changement de pavillon, le pavillon RIF, pour rendre de nouveau la marine marchande compétitive. La CGT a négocié un pourcentage de marins français à bord de 35%. De 33% sur les pavillons TAF, ils sont passés à 35%. Le reste, c'est encore pire que ce qui existait avant au niveau des pavillons, où les bateaux sont payés par crédit d'impôt. Un bateau, ça coûte une fortune. Aujourd'hui, sur un bateau de la CMA-CGM, par exemple, dans laquelle l'État français a encore des billes, tu vas avoir un bateau avec un équipage de 19 personnes. Tu auras le commandant qui sera français, le chef mécanicien qui sera français. Ensuite, tu auras 17 marins de 17 nationalités différentes et tous aux conditions sociales de chez eux. C'est-à-dire 18 salaires différents, 18 modèles sociaux différents sur le même navire. Alors, effectivement, là, l'Europe, à mon avis, doit intervenir. Ce n'est pas que les petits pays ou un État comme la France. Il faut réfléchir selon le niveau de vie actuel de certains pays. C'est clair qu'il y a des écarts absolument monstrueux. Mais comme tu disais tout à l'heure, on nivelle et par le bas. On y arrive très bien. Moi, je vois personnellement en 10 ans, mon salaire a été divisé par 2. Aujourd'hui, je tire la langue tous les fins de mois. Heureusement, ma femme travaille, mais c'est quand même très laborieux. Et aujourd'hui, on le voit dans toutes les villes. Je vois dans une petite commune, par exemple, Rospordin, près de Quimper, dans le Finistère. Aujourd'hui, c'est une usine qui ferme, c'est 300 salariés qui sont licenciés. Il y a petite parenthèse, ça fait 40 ans que le maire est socialiste. Il y a 10 ans de ça, une entreprise avait fermé dans cette même commune, 62 salariés licenciés. Le maire avait refusé de les recevoir. Aujourd'hui, le maire manifeste. Et il s'en prend à la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les socialistes manifestent contre les socialistes. Pour être élu local. T'en marches sur la tête, mais bon... Mais j'ai une question à poser quand même très très rapide. Le problème des charges sociales. C'est pas la règle. Je te laisse faire, mais c'est pas la règle du débat. Donc, Je te réponds vite fait. Oui. La Hollande, c'est la même taille que la Bretagne, ils y arrivent. Sommes-nous plus cons que les Hollandais? Aujourd'hui, je pense que oui. Mais je pense qu'on a les capacités pour se relever. Alors, on va embrayer. Oui. On va embrayer justement un peu sur cette question-là, et ce sera la dernière de notre tour de table. La situation, nous en conviendrons tous, c'est une situation extrêmement périlleuse. Hein? Chômage, dette, difficultés morales, religieuses. C'est dramatique. 15 chefs d'entreprise en Bretagne, 15 chefs d'entreprise en Bretagne par mois qui se suicident. Bien sûr, qu'ils soient des agriculteurs ou des chefs de PME, globale. 15 suicides par mois, c'est dramatique. Quel que soit l'angle de vue, n'est-ce pas, qu'il soit personnel, physique, culturel, religieux, économique, social, technique, nous avons aujourd'hui une situation qui est une situation d'immense péril. Est-ce que devant une situation d'immense péril, et c'est là ma dernière question, est-ce qu'une seule doctrine, dont on voit bien autour de cette table qu'elle n'est pas exactement la même, est-ce qu'une seule doctrine, est-ce qu'une seule proposition est la bonne façon de faire, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, et c'est là la question, envisager que selon l'endroit, selon la difficulté, les réponses puissent être tantôt pour certaines à l'échelle de la protection, de la technique ou de la défense européenne, tantôt sur le plan de l'adhésion, et je ne fais pas partie de ceux qui détestent la France par principe, tantôt au niveau de l'histoire, de la culture, de la langue, etc., et donc du pays, tantôt au niveau de la région, voire plus local encore pour des réponses professionnelles. Et je citerai un simple exemple. Hein. Chacun sait ici que je crois qu'il faut refonder l'euro, mais que sans monnaie européenne, l'Europe est morte. Et les pays européens. C'est ce que je pense. Mais je crois qu'il faut le refonder. Ceci posé, je suis également de ceux qui pensent, et c'est une illustration de la question, qu'à Rospordin, on pourrait parfaitement envisager une société coopérative de banque qui sépare en deux les fonctions de la banque de dépôt et de la banque d'affaires ou d'investissement, que la banque de dépôt est une partie des fonds disponibles consacrés à l'aide sociale et aux activités humaines et personnelles locales, et que la banque d'affaires, c'est-à-dire celle qui réinvestit, soit tenue par une loi générale et politique, donc à réinvestir par exemple au minimum 50% sur le bassin de Rospordin. Il y a donc probablement à la fois des solutions hyper locales, des solutions de pérennité culturelle et historique nationale, et des solutions techniques et certainement dans le monde du XXIe siècle indispensables. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas différents étages pour nos solutions? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Alors,
il va falloir être à la fois rassembleur et tenir compte des visions de chacun. Disons que moi, pour simplement, je vais dire une chose. L'État, un État, il a des fondements, de principes généraux. Par exemple, la nationalité, qui est une question qui n'est pas une question économique directement, mais qui est une question essentielle de qui est qui et qui a droit à quoi. Le problème, c'est que par exemple, la nationalité française ne peut pas être sauvée, parce qu'elle n'aurait pas dû être donnée à beaucoup de gens à qui elle a été donnée, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et lorsque quelque chose est dévoyé, eh bien, on l'euthanasie, c'est tout. La nationalité française, parce que le principe de rétroactivité, vous avez expliqué que vous allez enlever la nationalité française à des gens sous prétexte de telle origine, de telle religion. Vous n'avez aucun moyen politique de faire ça. Vous êtes condamné par le monde entier. La réciprocité des lois. La réciprocité, c'est rien du tout. Quand on est faible, on est écrasé, c'est tout, c'est normal. Il y a le cas de la réciprocité des lois qui a dans le droit international qui existe. Oui, bah c'est en faveur des Américains, mais Non, le droit international ne permet pas. Le droit international. Ah bon? Si jamais. Le droit international ne permet pas d'enlever la nationalité à quelqu'un sans lui en donner une autre. Serge, tu es aussi indiscipliné on lui redonne la sienne. Et c'est pas On ne petit. peut pas donner, on peut pas enlever la nationalité à quelqu'un. Non, mais il a raison, il a raison. Non, attendez. Hop. Contre-vérité. On va finir. Dire que ce n'est pas possible, c'est une contre-vérité. Nous avons entendu. Si j'étais plus indiscipliné, je le prouverais. Tu pourras le faire. Non, mais c'est une question. Le prouver, ça vient en 30 secondes. Moi, je prétends que. Est-ce qu'on finit Le droit international public Attends. le permet absolument. Mais simplement, il faut connaître le droit international tu vas public. lui taper sur la Moi, tête je s'il connais le continue. droit international public. C'est une erreur. Alors, s'il vous C'est tout à fait plaît, possible. on C'est va. tout à fait possible. Vous m'autorisez à garder la fin de la table ronde dans un ordre normal. Thomas, finis sur Alors, la je finissais juste ça. Effectivement, on peut débattre de la question. Quand on est le plus fort, effectivement, on peut tout faire. Et il est évident que la France toute seule ne pourrait pas imposer ça. Maintenant, moi, je préfère être plus subtil dans l'approche que de dire qu'on va enlever la nationalité française à des gens. Je préfère qu'on l'enlève à tout le monde et qu'on crée une nationalité qu'on donne qu'à nous, les Européens. Et que les Européens soient les seuls à l'avoir, cette nationalité. Non. Une nationalité que pour les Européens. For Europeans only. Qu'est-ce qui vous dérange, monsieur Que je suis français, point. Oui, mais il y a des gens qui sont français comme vous. Il y a des Mamadou, français comme vous. Qui disent on est d'ici, on est français comme vous et moi, et ils vous le disent à la télévision tous les jours. Pas toujours. Il y a des gens qui sont nés en France de parents étrangers, ils ont la nationalité française par droit du sang. C'est pas le droit du sol qu'il faut en France. Le droit du sol, ça a été c'est ça qui a foutu la France dans la merde. Oui, je suis d'accord, je suis contre le droit du sol, monsieur. Il y a pas Droit de du problème. sang européen. Le droit du sang européen. Dire qu'ils sont européens, c'est la même. Ça change quoi? Écoutez, c'est pas la vraie question de toute façon, c'était excentré. Ce que je veux dire, c'est que moi, je considère que l'État français n'est pas sauvable. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas que l'identité française doit être détruite, pas du tout, bien entendu. Moi, je défends l'identité française authentique. L'identité française authentique, c'est Ronsard, c'est notre littérature, c'est notre langue, etc. Mais moi, je ne veux pas défendre l'État français. L'État, c'est pas la nation. On peut avoir une nation sans État, on peut avoir un État sans nation. On est trop en train de raisonner à l'universalisme français. L'universalisme français, c'est ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui et ce qui nous amène au précipice de demain. Si n'importe qui peut être français, alors personne ne l'est, eh bien personne ne peut devenir européen, ce qui ne l'est pas. On est européen, NAIT, on peut devenir français. Eh bien moi, je préfère une On nationalité ne peut sur pas laquelle... devenir européen de la même façon qu'on est devenu français. Non, pas du tout. Et D'ailleurs, quand vous parlez d'Européens, parce que quand vous parlez d'un Chinois, d'un Européen, ils ne pensent pas à une question de nationalité, ils pensent à une question d'identité. non. Ah si, bien C'est sûr comme que si. français il y a 50 ans. En Chine, on vous voit, on vous dit pas que vous êtes français, vous dites que vous êtes européen. Pour l'instant, On poursuit. Bon, écoutez, je vais en Avec finir la là-dessus. permission de Serge, on poursuit le tour Voilà. de table. Bon, je vais vous laisser sur cette question-là, juste pour finir sur le thème général. Moi, j'ai une solution à la rigueur, et je le dis. Solution à la rigueur, ça s'appelle remigration. Et la France ne pourra pas faire de remigration, mais une Europe nouvelle pourrait le faire. Pourquoi? C'est parce que la gangrène ne se soigne pas toute seule, parce que vous chérissez des causes, donc vous dénoncez les conséquences. belle phrase, mais complètement Écoutez, je sais très bien que mes thèses sur ces questions-là créent le Il y a débat. pas de thèse, il n'y a qu'à l'énoncer. J'aimerais bien la thèse. Alors, la thèse, c'est quoi? C'est Écoute. une opération chirurgicale. Ah, la gangrène, il y a ça. Elle s'appelle la remigration. Voilà. Je vais quand même, puisque j'organise la table ronde. Vous, c'est du Doliprane que vous Avec proposez. la permission de tout le monde, je vais demander quelques minutes. On va baisser un tout petit peu la tonalité générale. Et puis, on va passer, je compte là-dessus, sur le savoir-faire, l'humour, le talent intellectuel et la souplesse de mon ami Pierre Cassol, pour faire en sorte que le débat se poursuive. Bon, si je paye pas une bière à Philippe après ça, je serais un grand ingrat. Alors, effectivement, Thomas a le don de lancer des débats qui manifestement irritent la salle. Moi, ce qui me
Une partie de la salle. Ce qui me heurte, c'est ce discours qu'on nous tient dans le genre. Parce que l'État français, mondialiste, européiste, a accordé par le droit du sol la nationalité française à des millions de personnes qui crachent sur la France et ne reconnaissent pas ses valeurs. Parce que l'État français a commis ce crime encouragé par la politique mondialiste, il faudrait sacrifier la nationalité française qui n'aurait plus le droit d'exister. Ça me fait penser à ces discours de ceux qui longtemps ont contesté en France le nombre d'immigrés qu'il y avait. Vous aviez les bureaucrates de l'INSEE qui vous disaient qu'il n'y avait pas plus d'immigration en France en 1990 qu'en 1936. Ils ne peuvent plus la nier. Ils disent bah, c'est terminé maintenant, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que c'est pour moi à peu près le même discours de la reconnaissance du fait accompli et quelque part de la négation du politique. Je vais me permettre de voler une formule à Philippe, qui est un parallèle avec la situation que nous avons connue en 1962 en Algérie. En Algérie, nous avons eu, dans un pays qui à l'époque comptait 8 millions de personnes, nous avons eu dans ce pays, en quelques semaines, 1 million de personnes qui ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Ces personnes n'avaient pas le rapport qu'ils avaient à la France, de ces millions de personnes qui crachent sur la France mais profitent de ce système et qui tous les ans retournent en vacances, ce qu'on appelle au village. Et ils nous envoient leur retraité en plus. C'est une réflexion pour dire, je n'ai jamais beaucoup aimé François Mitterrand, mais j'aimais beaucoup une de ses formules, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et pour moi, la politique, c'est ça. La politique, ce n'est pas accepter ce que nous disent les instances mondialistes et tout, dans le genre, vous ne pourrez jamais faire ça. La politique, c'est de se dire, nous sommes élus par le peuple sur un programme, et nous avons le mandat d'exécuter ce programme, et nous nous donnerons les moyens de l'exécuter. Sinon, on ne fait pas de politique. Et je voudrais sur les structures j'y viens. Je voudrais... Philippe posait une question intéressante sur un petit peu ce qu'on revient au localisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en gros, à prendre le meilleur dans toutes les... Moi, j'ai envie de dire, personne ne va dire il faut se priver de toute innovation. Moi, j'ai confiance, je suis convaincu que les Bretons savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour la Bretagne. Je suis convaincu que la diversité, la meilleure diversité en France, c'est nos régions. Là, je faillote. Tu dis plus Jacobin? Attendez le point de chute. Attendez le point de chute, camarades. Attendez. Donc, tout ça pour dire, bien évidemment, tout ce qui est innovation dans les régions, oui. À condition qu'on reste dans un cadre national, et là j'aggrave mon cas, qu'on reste dans un cadre national, ça veut dire dans l'unité du respect des lois. Je n'ai pas envie, par exemple, que l'innovation consiste à dire que pour attirer le chaland, on va baisser les salaires de moitié en Bretagne. Je sais bien que c'est pas l'esprit, mais je n'ai pas envie qu'au nom des particularismes régionaux, ça ne soit plus la langue française qui soit la langue prioritaire dans un pays. Dans une région, je n'ai pas envie que des lois soient bafouées, que des lois de l'unité de la France soient bafouées au nom de particularismes régionaux. J'ai envie dans un pays, dans une région, que quiconque a la nationalité française puisse y travailler. Et de même, j'ai envie qu'un Breton qui choisit de ne pas travailler, qui choisit de ne pas vivre en Bretagne, ait totalement l'accès à des emplois et tout dans les autres régions. Donc moi, évidemment, l'innovation régionale, tout ce qui est génie, moi je crois que la France il y a un génie français. Je crois réellement à cette définition du génie français. Il y a un génie français comme il y a un génie. Le génie français, c'est le génie de toutes les régions. Bien évidemment, utilisons au mieux le centralisme imbécile, uniforme, qui accepte aucune différence et stupide, mais à condition qu'il soit dans un cadre égalitaire et régulateur, qui pour moi est la meilleure protection pour l'ensemble des salariés et des habitants de ce pays. Et j'en aurais fini.
Aujourd'hui, l'État français, de par son fonctionnement, est vraiment le dernier État soviétique d'Europe. Tout est décidé à Paris. La politique de l'agriculture, alors que les bureaucrates qui décident ce que doivent faire un agriculteur dans le Berry ou en Bretagne, les seuls champs qu'ils connaissent, ce sont les Champs-Élysées. Le maritime, qui est pourtant, tout se fait aujourd'hui par bateau, c'est le plus économique, le plus rapide, le moins polluant. Ces bureaucrates, ces mêmes bureaucrates, les seuls bateaux qu'ils connaissent sont les bateaux-mouches. Ils comprennent pas que nous, la mer, on s'en sert en dehors du mois de juillet et du mois d'août. C'est une véritable économie. Tout est décidé à Paris, tout est sclérosé par Paris. Le président d'Armor Luxe, c'est quand même un grand groupe breton, déclarait il y a 3 ans de ça, notre problème c'est la France. Alain Glon, responsable de l'Institut Locarne, disait il y a 2 ans de ça, notre problème c'est Paris. Parce que Paris sclérose tout. Pour reprendre une conversation qu'on a eue il y a peu, Philippe, je lisais la semaine dernière un petit fascicule rédigé en 1947 qui était une synthèse de ce qui a mené la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une synthèse de ce qui se passe entre 1914 et 1936 en Europe et en France. On en est au même niveau. On en est au même niveau. Il y a une fracture monstrueuse entre le peuple et les soi-disant élites. Les soi-disant élus qui confondent élus par le peuple et élus du peuple. Ils servent les intérêts d'une poignée. On recommence la même chose qu'il y a un siècle. On recommence. Un taux de chômage monstrueux, des endettements faramineux, des suicides, des vies qui sont foutues en l'air. Tout ça pour les intérêts d'une poignée. C'est tout l'ordre social qu'on fout en l'air, tout ça pour une poignée. Ce n'est pas forcément l'Union européenne, parce que comme je disais tout à l'heure, cette union, elle n'est pas construite, il faut la faire. La Terre bouge, on voit avec le pôle Nord qui bouge, il y a un changement de pôle, aujourd'hui je crois qu'on y est pareil. Les États-nations tels qu'on les a connus, je crois qu'ils sont amenés à disparaître. Maintenant, il va falloir se reconstruire tous au niveau européen. Maintenant, est-ce qu'on accepte que ces pôles changent et que l'Europe perde de son influence au niveau mondial? Est-ce qu'on accepte les bras béants sans rien faire en pleurnichant sur notre sort, ou au contraire est-ce qu'on se relève les manches et qu'on se dit on y va? Démographie. Est-ce qu'on y va? Ça passe par la démographie, bien sûr, évidemment. Mais en France, il n'y a aucune politique familiale. Aucune, contrairement à ce qu'ils disent oui, c'est bien aujourd'hui, la démographie ça marche en France, mais comme les statistiques ethniques sont interdites, bon, il y a pas, le spectacle de la rue parle pour nous, qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, le spectacle de la rue le dit fermement. Mais il n'y a aucune politique familiale en France, absolument aucune. Bien, je voudrais en votre nom à tous remercier nos 3 intervenants, remercier les intervenants sauvages de la salle, n'est-ce pas, qui ont apporté du bras à moudre, et je voudrais aussi vous délivrer le message suivant avant la dernière intervention de synthèse du président Richard Roudier. Je voudrais vous délivrer le message suivant. Ces débats, avec leur tenue, car je crois qu'il y a une certaine tenue dans nos débats, sont des bancs d'essai pour leur diffusion beaucoup plus large, qui aura lieu au travers d'un instrument qui est en train d'être construit, qui est une télévision. Nous allons nous doter d'une télévision patriote, pour prendre un terme général, qui sera ouverte aux différents courants qui ont pu s'exprimer et d'autres encore, en sorte que ce que nous disons et nos réflexions entre nous, nos répulsions, nos envies, mais également le sens vis-à-vis duquel je vous appelle tous, qui est le sens tout à fait commun que l'on a vécu quand on a l'idée de trancher. Nous sommes par rapport aux mondialistes, aux islamistes, aux universalistes, aux financiers, à ce monde que nous exécrons, ils sont d'un certain côté de la tranchée, nous sommes ensemble de l'autre côté de la tranchée. Que nous ayons plus envie, dans notre côté de la tranchée, d'utiliser l'arme de terre ou l'arme de guerre, autre et maritime, que nous ayons plus envie de nous comporter d'une façon qui porte le béret ou qui porte un crâne sans béret, que nous ayons plus envie d'être en noir, en gris ou en rouge et blanc. Au fond, nous sommes tous ensemble du même côté de la tranchée et on va leur montrer que de ce côté-là, on sait tirer au paquet et qu'on sait les enfoncer. Bravo.